D'abord, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être là en si grand nombre. Je vois beaucoup d'amis, des partisans de René Lévesque, des partisans de Pierre Trudeau. Et puis, c'est l'œuvre de ma vie de faire en sorte que vous soyez au même endroit, en communiant à la même fonction, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qu'on a bien pu raconter sur eux avant qu'ils ne se chargent de faire l'histoire, comment l'histoire les a fait avant qu'ils ne fassent l'histoire. Et je tiens à remercier mon ancien patron, Lucien Bouchard, pour le geste de très grande amitié qu'il vient de faire à mon endroit. La moitié de son texte, c'était les critiques, les erreurs, les malentendus. Il a décidé de laisser ça chez lui et de ne livrer que la partie où il avait des choses positives à dire. Merci à la Fondation René Lévesque, Gilles, Martine, qui d'ailleurs nous participe à l'accueil aujourd'hui avec nous, à côté de cette extraordinaire exposition, René et Lévesque, très bien faite, que je vous suggère. Merci à Bettina de la Fondation Pierre Trudeau. Il n'y avait aucune obligation d'appuyer un livre sur Lévesque et Trudeau écrit par l'ancien chef du Parti québécois. Il était très facile de dire que ça n'entrait pas dans les cadres. Et pourtant, Bettina a dit « ça m'a l'air très intéressant ». Et je vais l'appuyer. Et je tiens à vous en remercier. Et les gens disent, est-ce que c'est la première fois que les deux fondations participent à un même projet? Si oui. Et moi, j'aime... J'aime pouvoir dire que, évidemment, je ne peux pas réconcilier Trudeau et Lévesque, mais en tout cas, leurs fondations sont assises dans la même rangée de chaises aujourd'hui et je suis content d'avoir au moins accompli ça dans ma vie. Merci aussi à la Fondation Lionel Groulx. Lionel est bien traité dans le bouquin, comme tu as pu le voir. Vous le saluerez de ma part. Mais avez-vous peut-être découvert que c'est l'Ordre de Jacques Cartier qui avait, par une soumission publique, ramassé l'argent nécessaire à l'achat par Lionel Groulx de la maison où vous travaillez en ce moment. Le saviez-vous? Les amis. Oui, vous s'en doutiez. Oui, ben, c'était parce qu'il était plutôt contre l'Ordre de Jacques Cartier au début, puis l'Ordre a dit, ben, si on lui achète sa maison, il va peut-être devenir plus favorable, et ça a bien marché. Alors, merci, puis je vois des amis péquistes, des amis libéraux, je vois des anciens ministres, des membres de l'Assemblée nationale, des anciens membres du Parlement canadien. Merci, merci à tous. J'ai pensé pour... J'ai dit peut-être que Lucien n'arrivera pas à convaincre les indécis d'acheter le livre, alors je vais quand même essayer de lire 2 extraits. Parce que entendre quelqu'un parler de son livre, c'est jamais aussi bon que le livre, finalement. Finalement. Alors, je vais vous faire un extrait sur René Lévesque et un sur Pierre Trudeau. Contemplant la société québécoise du couchant des années 40, le journaliste Lévesque, à 27 ans, se désole. Sur sa table de travail, il n'a qu'à faire l'inventaire des objets qu'il y trouve pour constater l'ampleur du déclin du français. Son crayon, parce qu'il écrit d'abord à la main, d'une très belle calligraphie enseignée par les Jésuites, son crayon est un Engel Very Black. Le papier, de Warwick. L'encre, de Waterman's Ink. Tantôt, il mettra son texte au propre sur sa machine à écrire, une Remington Rand. Sa lampe de Westinghouse, son horloge électrique en plastique blanc et de la marque Penwood de Pittsburgh. Lorsqu'il regarde à la fenêtre par une de ces étouffantes soirées d'août qui, dit-il, traînent interminablement des velléités d'orage, il ne voit sur les rues que des voitures américaines, Chevrolet, Ford et Buick, qui, écrit-il, grondent comme des saxos enroués. L'architecture même le déprime. 8, 10, 12 énormes quadrilatères de briques rouges, avec chacun une même façade et un nombre identique de fenêtres, longent le trottoir. Conciergerie, tout ce qu'il y a de plus mass-produced. Il entend venir de chez un voisin la voix d'une torch singer américaine, une chanteuse sentimentale, et, écrit-il, d'un roman savon qui s'escrime à traduire en français l'original américain. Même la copie du journal devant lui sur sa table énerve. Mise en page, manchette, construction même des phrases, tout y est traduction littérale du newspaper anglo-saxon. Et de rager contre le rédacteur
qui traduit en charabia la dépêche de l'Associated Press. L'américanisation de la société québécoise est un sujet constant de débat dans le Québec de l'après-guerre. L'évêque, qui a visité l'Europe, a déjà tiré le trait. Je cite, « En dépit des traditions et des discours, malgré les fleurs de lys et la nostalgie de l'Ancien Régime, nous sommes des Américains. Nous pensons, nous sentons, nous vivons en Américains. » Ce constat s'accompagne d'une conséquence qui lui semble inéluctable. Cette américanisation actée, irréversible, va bientôt nous engloutir. Je cite, « Cette langue même que nous défendons contre vents et marées, c'est un outil importé qu'il nous faut américaniser constamment. » Malgré le miracle de ma survivance, écrit-il de son crayon Engel Very Blaeg sur son papier Warwick, ce soir, au cœur de Montréal, deuxième ville française du monde, je me rappelle que la bataille des plaines d'Abraham a eu lieu. Cette défaite, exacerbée par la puissance assimilatrice du géant américain, n'en finit plus de limer la différence québécoise. Il a cette phrase terrible, « 9 sur 10 des Canadiens français n'ont plus de français que leurs souvenirs d'écoliers, les quelques pauvres mots d'un vocabulaire qu'on trouve insuffisant pour gagner sa vie et un vague concept qu'on nomme survivance et qu'on refourbit tant bien que mal le 24 juin de chaque année. » Et que dire des habitants? Quant aux gens, quant à nous tous, il faut bien admettre que les idées neuves, l'audace, l'humour, que tout ce qui est bordé par le mot d'originalité semble être notre moindre défaut. Comment décrire le Canadien français moyen? S'il existe un type, il faut sûrement lui reconnaître comme attribut une certaine lourdeur d'esprit et de langage, une sereine et confortable affection pour les lieux communs et les platitudes bien pensantes, un constant souci de ne pas trancher sur le voisin, bref, une méfiance congénitale à l'égard de l'inédit, du surprenant et surtout une sainte erreur de tout ce qui ne fait pas sérieux. Montréal va bientôt s'endormir sur un matelas Simmons, écrit-il. Et dans ce million de rêves ne passeront que de paisibles images, que des angoisses modérées et des espoirs réutilisables, que des cauchemars sans hier et, sauf erreur, sans lendemain. René Lévesque, pessimiste sur l'avenir du Québec. Mais il a dit « sauf erreur, sans lendemain ». Chez Lévesque, il y avait toujours une petite incise qui lui permettait de dire une petite brèche là, dans laquelle il pouvait s'engouffrer. Cité libre, 1950, pour Pierre Trudeau, le premier exemplaire n'est tiré qu'à 225 exemplaires. Dans le second, publié en février 1951, Trudeau en rajoute sur le cléricalisme. Il était très croyant, mais anticlérical. Il écrit « Il n'y a pas de droit divin des premiers ministres, pas plus que des évêques. Ils n'ont d'autorité sur nous que si nous le voulons bien. Le jour où nous comprendrons ces vérités, nous aurons cessé d'être un peuple jeune et l'on pourra attendre de nous autre chose que des balbutiements puérils et des révoltes d'adolescents. Contester que les chefs de gouvernement aient un lien avec le Très-Haut est une chose audacieuse pour le Québec de 1950, où il est régulièrement répété que le pouvoir civil, même issu des urnes, est en dernière analyse une manifestation de l'autorité de Dieu. En contestant le droit divin des autorités civiles, Trudeau heurte Saint Paul de front. Saint Paul, très mobilisé à l'époque par le clergé, qui disait que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu. Proposer, de surcroît, que les prélats ne s'occupent pas des affaires de la cité est plus osé encore. Affirmer que les archevêques ne tiennent pas leur autorité de Dieu est un sacrilège. Les dénonciations se multiplient. Alec Pelletier, la formidable épouse de Gérard Pelletier, qui dirige Cité libre avec Trudeau, témoigne « Rares étaient ceux qui nous adressaient la parole. Nous nous en faisions surtout pour nos enfants. Ils rentraient de l'école et demandaient si papa était un communiste. »
Le cardinal Paul-Émile Léger pense sévir. Il s'en ouvre à Claude Ryan, alors secrétaire de l'Action catholique canadienne. Ryan lui conseille d'au moins donner audience aux trouble-fêtes, qui sont malgré tout des membres de la famille chrétienne. À la fin de l'été 51, le cardinal fait savoir à Trudeau et Pelletier qu'il les attend à l'archevêché. Une condamnation publique de la revue par le cardinal aurait sonné le glas de l'aventure. Chacun avait encore en mémoire comment, 16 ans plus tôt, le cardinal Villeneuve de Québec avait condamné le journal laïcisant d'Olivar Asselin, L'Ordre, dont la devise était « Un ordre imparfait vaut mieux que le désordre ». Ça se discute. Il s'agissait, avait tranché le cardinal Villeneuve, d'un journal qui ne respire ni l'esprit chrétien, ni le respect dû au Saint-Siège. Poussé à une faillite certaine, Olivar Asselin avait obtempéré, écrivant à la dernière ligne du dernier numéro de son journal « Suite au prochain cardinal ». Les cité-libristes ont ce précédent bien en tête. Nous ne voulions pas mourir comme ça, se souvient Pelletier. Le cardinal pouvait donner, dit Pelletier, le coup de crosse qui mettrait fin à Cité libre. Le duo Trudeau-Pelletier est conduit dans une pièce à l'archevêché où, du haut de leur cadre, écrit Pelletier, plusieurs pontifes morts et vivants jetaient sur nous des regards froids. Les fauteuils étaient laids, solennels et inconfortables, comme ils le sont inévitablement dans tous les parloirs de la chrétienté. Le cardinal entre, serre les mains, s'assoit, puis se tait. Long silence, brisé par un Pelletier gêné. « C'est vous, Éminence, qui nous avez convoqués, invités, précise l'Éminence. Il ne s'agit pas d'une convocation. Je vous ai invité, d'abord pour faire votre connaissance, ensuite pour attirer votre attention sur certains points de doctrine soulevés par vos articles, voyez-vous. » La conversation s'engage, tendue, principalement sur cette question de droit divin des évêques. Trudeau plaide le contexte, la nuance manquante dans la phrase, sa bonne foi. Le cardinal lui répond « Si je devais condamner la revue pour cette proposition et aussi pour quelques autres, je le regretterais beaucoup, croyez-moi. » Des propos qui semblent annoncer une cardinaleste magnanimité. Mais Trudeau ne l'entend pas ainsi et, réagissant peut-être à la possibilité d'une condamnation, réplique sèchement. « Et nous en appellerions à l'Église universelle, comme c'est notre droit. » Ce qui signifie qu'il ne se laisserait pas faire, invoquerait la nécessité d'une justice chrétienne plus large, mais avec quel résultat autre que le son de sa propre voix. Il risque gros en prenant ainsi le cardinal à rebrousse-poil au moment où il montrait une ouverture. Pelletier raconte. Le cardinal, interloqué, posa sur Pierre un curieux regard, hésita un moment, puis passa au sujet suivant. Je garde un souvenir très vif de ces quelques secondes où se joua, je crois, le sort de Cité libre dans une incroyable atmosphère de querelle médiévale.